La dernière session de ce Marketing Day, eh bien, on va laisser la parole à la génération Z. On va donner la parole aux étudiants de Paris-Dauphine qui sont en Master 2 distribution et relations clients. Et on va donc parler de la nouvelle génération qui est au centre là aussi des préoccupations des marques. Est-ce qu'elle aspire véritablement à un quotidien si différent que de ce que l'on connaît aujourd'hui, de ce qu'on a connu peut-être il y a quelques années? Alors on va parler de télévision versus Netflix. Pourquoi pas, on parlera du collectif versus individuel. Quelles sont les marques, les médias, les influenceurs préférés de la génération Z? On va accueillir sur ce plateau d'ici quelques instants Joséphine Ducato, Pierre-Antoine Flic, Julie Jonchin. Ils seront interrogés. Le débat sera mené par Joël Plat, les étudiants donc de Paris-Dauphine. Tout de suite pour cette masterclass qui vous est proposée à l'occasion de cet événement Marketing Days. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui, les étudiants de Paris-Dauphine, Julie, Joséphine et PA, qui vont nous parler aujourd'hui de la génération Z. Alors, je pense qu'ils vont vous surprendre, en tout cas on l'espère tous. Ils vont vous parler d'une génération qu'on croit connaître, qu'on a analysée, qu'on évalue, mais qui n'est peut-être pas si homogène que ça, qui nous réserve pas mal de surprises, active, passive, engagée, mais qui ne veut pas des dictates. Également avec ses contradictions, et chacune d'entre eux aujourd'hui vont vous montrer à la fois leurs idées, leurs envies, leurs aspirations et peut-être leurs contradictions. C'est à vous. Alors bonjour à tous, on est ravis d'être ici. Donc avant de commencer, on a jugé bon de recontextualiser notre sujet en nous posant une question très simple, mais qui est donc cette Gen Z? Alors aujourd'hui, la vision qui est communément partagée, elle repose sur une segmentation des générations selon des dates bien précises, à savoir de 1965 à 80, la génération X, de 80 à 95, la génération Y, et enfin de 95 à nos jours, la fameuse Gen Z. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des articles qui prétendent dresser des profils types des générations, souvent en opposant ces générations sur de nombreuses thématiques, afin de dresser l'archétype du parfait Z. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est nécessaire de repenser cette catégorisation et de la considérer dans toute sa complexité. En effet, nous qui sommes nés en 97 ou en 98, on se considère comme une génération intermédiaire entre la génération Y et la génération Z. Et on se sent appartenir à ces deux mondes, si ce n'est plus. Donc finalement, on partage des codes de beaucoup de générations et cela interroge sur notre appartenance à une génération bien définie. Il est peut-être temps à ce moment-là de vous poser la question. Alors, la génération Z, victime ou championne de la technologie? Alors effectivement, Joël, vous avez posé le débat. L'une des caractéristiques qui est allouée à notre génération, c'est bien la technologie. On est la première génération à être née dedans. On est en fait les digital natives. Alors, lorsque Julie et moi, on est nés en 97, Google n'existait pas. Mais lorsque Joséphine est née un an plus tard, en 98, là, Google était créé. Lorsqu'on était en primaire, au CP, on a eu le lancement de Facebook, puis de YouTube. Et lorsqu'on est arrivé au collège, il y avait le lancement de l'iPhone. Ça, c'était en juin 2007. Alors, on nous reproche souvent une surutilisation de cette technologie, d'avoir le téléphone greffé à la main. Là, en l'occurrence, il est dans ma poche. Et même d'user et d'abuser des réseaux sociaux. Et ce serait faux de le nier, parce qu'un jeune sur deux de notre génération passe plus de 3 heures par jour sur les écrans, hors temps d'études. Donc finalement, on s'indigne souvent de ce temps d'écran qui serait en quelque sorte du temps volé à d'autres activités qui seraient en fait moins débilitantes, pour reprendre les termes d'un docteur en neurosciences, Michel Desmurger. Et ça nous amène à un premier paradoxe, c'est que notre génération, elle est détentrice de la connaissance technologique, puisqu'elle est née dedans, et en même temps, elle serait débile, entre guillemets, de trop l'utiliser. Donc finalement, l'important, c'est peut-être plutôt de s'intéresser à la manière dont la génération Z utilise ces technologies et de sortir du simple constat génération Z, génération surconnectée. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, si on suit Pierre-Antoine, la technologie n'est en quelque sorte pas un sujet pour la génération Z, puisqu'elle est par essence ATAWAD, Anywhere,
anytime, any device. Finalement, la génération Z use de ses propres réseaux pour créer ses propres espaces de communication et finalement pour affirmer sa singularité. Nos parents sont plutôt sur Facebook et nous sommes plutôt sur Instagram, Snapchat, TikTok et demain, d'autres réseaux vont apparaître. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ce sont à la fois nos canaux de communication entre jeunes, bien sûr, mais également des canaux de communication avec le monde. Puisqu'en effet, donc avec le digital, on sort de cette uniformisation de l'information avec, j'ose dire, la grande messe de 20 heures, avec des réseaux sociaux qui nous transmettent l'information en temps réel, avec des formats courts, des contenus Instagrammés, un journalisme qui est en quelque sorte réinventé. Donc là, on pense tous à Hugo Décrypte. On a également des réseaux sociaux qui nous engagent dans l'information, puisqu'en effet, on peut interagir avec celle-ci en la comparant, en la likant, en la partageant. Et puis, enfin, on a également des réseaux sociaux qui nous offrent la possibilité de créer notre propre paradigme et finalement, en fait, d'affirmer nos prises de position. Donc là, on pense donc à toute cette génération qui finalement en fait, politise les réseaux sociaux et les transforme en fait, en plateforme d'infoactivisme. On a vu récemment donc, toutes les problématiques autour des inégalités hommes-femmes, autour de la discrimination raciale ou encore autour de l'environnement. Donc finalement, effectivement, les jeunes sont peut-être en un sens surconnectés parfois, comme l'a dit Pierre-Antoine, mais ils sont avant tout profondément connectés au monde et à ses enjeux. Et plus qu'en fait qu'une question de génération Z, victime ou championne de la technologie, on a peut-être finalement une problématique génération Z, victime ou championne de l'information. Alors, comme l'a souligné Joséphine, notre génération est profondément connectée. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'avènement de l'influence et du scroll, on peut se demander si cette hyperconnexion, elle n'interroge pas notre moyen de consommer l'information. Donc, plus que de nous donner finalement la possibilité de créer notre propre monde, les réseaux sociaux, ils vont le façonner eux-mêmes pour nous. Donc, c'est vraiment à coup d'algorithmes super puissants, si j'ose dire, que chacun ne finit par n'accéder finalement qu'à sa propre réalité et qui va être ultra personnalisée selon ses propres centres d'intérêt. Et donc finalement, l'information que l'on va recevoir, elle va être traitée souvent d'une seule façon, elle va être passée au filtre de notre seule communauté et elle peut devenir une information qui va être non représentative de la vérité. Et on peut aussi facilement tomber dans cette fausse impression que les gens pensent comme moi, alors que finalement, c'est peut-être moi qui pense comme les gens qui composent mon monde virtuel. Cette sélection de l'information, elle va vraiment poser question quant à notre capacité à prendre du recul sur l'information et à mesurer le vrai. D'autant plus, comme on l'a dit, qu'aujourd'hui, les jeunes passent énormément de temps sur leur smartphone, à savoir près de 3 heures par jour. Et donc, on peut se demander si cette surconsommation du virtuel et si ces nouveaux moyens de traiter l'information ne seraient pas les témoins d'une génération hyper déconnectée des réalités. Julie, après 2 jours de Marketing Day, on se demande donc si les gens pensent comme moi ou si je pense comme eux. C'est assez intense pour les gens pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est une bonne question. Alors, moment peut-être de parler avec PA de la génération Z qui vit nombreuse en communauté, mais qui est seule finalement. Et puis qu'il était peut-être déjà avant et plus encore depuis le Covid. Et vous, pour les étudiants qui travaillent connectés, mais aussi l'ensemble des professionnels qui nous écoutent et qui chattent peut-être en ce moment, Génération Z, alors seul ou ensemble? Alors, moi, j'aimerais revenir aussi sur les propos de Julie par rapport à cette déconnexion des réalités. C'est aussi une connexion vis-à-vis de la vraie vie, c'est-à-dire la vie hors numérique, en opposition à la vie online. Et donc, en fait, cette opposition, elle crée une fragmentation entre l'identité online et l'identité offline. Et donc, un petit peu à l'image d'une couverture d'un magazine de mode, on aura une photo qui serait retouchée pour être attractive, et bien finalement, les réseaux sociaux, ils nous permettent de nous mettre en scène sous notre meilleur jour. Et donc, si sur les réseaux sociaux, on se met en scène sous notre meilleur jour, donc on diffère de la vraie vie, et bien en fait, c'est la question de l'authenticité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai, ou pour le reformuler différemment, est-ce que nous sommes tous des followers, pour reprendre le terme de Twitter, qui se fondent dans la masse et qui cherchent à respecter certaines règles et certains codes édictés par les réseaux sociaux et par la société? Alors Joël, je vais faire les questions et les réponses, mais c'est un petit peu le cas, parce que souvent on est dans un cercle vicieux en fait, où finalement on va justement consciemment ou inconsciemment se placer sous influence. Le terme d'influence, il est important parce qu'on va s'identifier en fait à des influenceurs et par extension, ces influenceurs, ils vont aussi définir qui nous sommes. Et alors on pourrait aller plus loin, ils peuvent même entraver notre libre arbitre et ça pourrait même aboutir,
mais on n'aura malheureusement sans doute pas le temps de l'aborder, sur les problématiques de data, de données et de retargeting. Alors, pour revenir à votre question, Joël, seul ou ensemble, aujourd'hui, bien que la Gen Z, elle soit la championne du lien social virtuel, il y a une étude américaine qui nous a récemment révélé que plus d'un jeune sur 5 considère qu'il n'a pas de réel ami proche. C'est quand même un chiffre très important. Et donc, paradoxalement, à son hyperconnexion, on peut penser que la génération Z, elle est en partie en proie à une certaine solitude dont la principale cause semblerait être l'omniprésence des smartphones dans nos vies, qui accapare beaucoup notre attention et qui parfois nous empêche, si je puis dire, de lever les yeux finalement vers cette réalité hors écran. Notre smartphone, il nous suit partout, un peu à la manière d'un convive de trop lors d'un dîner entre amis. Il va être potentiellement créateur de barrières sociales. Cette solitude dont on parle, elle peut aussi être renforcée par de nombreuses applications, notamment les applications de rencontres qui fleurissent sur le marché et qui sont très populaires au sein de notre génération. On peut par exemple citer l'application Happen, donc qui aujourd'hui nous permet de rencontrer sur son application les gens qu'on a potentiellement croisés dans notre journée selon notre géolocalisation. Donc finalement, c'est grâce au digital aujourd'hui qu'on parle et qu'on rencontre des gens qui sont pourtant passés à quelques mètres de nous dans la vraie vie. Et finalement, on peut se dire que le digital va devenir une sorte d'espace un petit peu protégé dans lequel on se réfugie face à l'incertitude des relations sociales du monde réel. Et ça ne va pas du tout nous encourager à sortir de notre solitude. Donc, le digital, effectivement, peut venir parasiter, mais aussi recréer du lien social. Donc d'abord du lien social avec nos proches, puisqu'en effet, par exemple, les réseaux sociaux peuvent avoir ce rôle un petit peu de bulle de confiance. Certaines personnes seront plus à l'aise pour s'exprimer sur leurs émotions au travers de ces réseaux. Également, ils peuvent permettre de conserver le lien social en abolissant les distances géographiques. Donc, on a pu, nous, le vivre lors de nos échanges universitaires, mais dans un contexte un petit peu plus d'actualité, en pleine crise sanitaire, ça permet également de maintenir ce lien social avec donc, les Corona Apéros et puis aujourd'hui ce webinaire Figital. Et donc, nous avons également le digital qui va pouvoir jouer un rôle clé pour le lien social avec des inconnus. En l'occurrence, la force du digital est de pouvoir réunir des personnes aux mêmes intérêts, aux mêmes passions, qui n'auraient pu se croiser dans la vraie vie, et ainsi créer des communautés. Ce sont des communautés qui peuvent être guidées par des marques. En l'occurrence, dans le sport, nous avons donc Nike, Adidas qui créent des communautés en promouvant bien sûr des chaussures, des références sportives, etc., mais également en mettant en avant des plans d'entraînement ou des conseils pour la nutrition. Et puis on peut aussi avoir des communautés qui sont guidées par des ultra passionnés. Donc en l'occurrence, dans la cuisine, on va avoir des communautés digitales de foodies où les recettes fusent et des ultra passionnés qui finalement se professionnalisent. Et donc là, on est au cœur de l'économie entre pairs, donc la peer-to-peer économie, qui devient aujourd'hui cruciale. Donc, en l'occurrence, Joël, pour répondre à ta question, génération Z, seul ou ensemble, disons que la génération Z n'est ni plus ni moins ensemble qu'hier. C'est simplement un ensemble qui est différent. La génération Z, en fait, va alterner entre des moments de convivialité physique et digitaux, et ensuite à chacun de se poser la question sur l'équilibre à la fois de cette vie online et de cette vie offline. Merci Joséphine. Donc déjà pas mal de surprises dans les propos de nos trois intervenants, c'est passionnant. Alors, troisième partie, donc votre génération, active, passive ou entre les deux? Alors, avant de parler d'actif ou de passif, on avait envie de revenir sur deux faits. Tout d'abord, on est une génération de l'instantanéité, c'est ce qu'a évoqué un petit peu Joséphine tout à l'heure. L'instantanéité parce qu'il y a une très faible durée de vie des informations sur les réseaux sociaux, notamment au niveau des posts. Un post sur Twitter, sa durée de vie, c'est 18 minutes. C'est à peu près un épisode des Simpsons. Deuxième fait, on est une génération qui se lasse très vite dans le travail, dans les modes de consommation et aussi dans notre manière de consulter les médias. Aujourd'hui, 8 secondes, c'est le temps d'attention moyen par information. Et en fait, en disant cette phrase, normalement, ça fait à peu près 8 secondes. Donc, effectivement, on scrolle, on zappe, et tout est mis en place pour qu'on accélère et on accentue ces pratiques. C'est notamment ce que fait Netflix avec le visionnage de films en accéléré. Donc ces deux faits, ils m'amènent à plusieurs conclusions, mais je vais m'en tenir à deux.
La première, c'est qu'on est souvent noyé dans un flot d'informations. Et la deuxième, c'est qu'on a tendance à survoler les informations, à ne pas forcément aller faire des recherches, obtenir l'info qualitative. Et donc finalement, on fait preuve d'un manque d'investissement et pour répondre à la question, d'une certaine forme de passivité. Alors, pour rebondir sur la partie de Pierre-Antoine, effectivement, notre génération a une certaine forme de passivité et de rapidité finalement dans le traitement de l'information. Mais cette rapidité, elle n'est pas forcément tout le temps négative parce qu'elle va permettre à notre génération d'être quand même très réactive sur l'actualité. Et ainsi, on peut remarquer qu'on est une génération qui adopte souvent des fortes prises de position sur tout un tas de sujets et qui, du coup, grâce aux réseaux sociaux, a la possibilité de les partager, de les diffuser très largement. Donc, on peut prendre l'exemple connu de l'huile de palme et de la déforestation. C'est un exemple sur lequel notre génération est plutôt sensibilisée à des prises de position qui sont parfois fortes, mais nos méthodes de consommation ne sont pas forcément toujours en accord avec ces fortes prises de position et ne vont pas forcément toujours être modifiées en réaction à ces positions. Et cela peut révéler un certain manque de proactivité finalement et surtout une difficulté à passer de la prise de conscience à l'action véritable. Et on reste parfois un petit peu bloqué dans une sorte de discours. Nos prises de position aussi, en réaction à certains sujets, on peut noter qu'elles peuvent être influencées par des modèles de consensus social, si je puis dire, du type je vais adopter telle prise de position, je vais adopter telle réaction parce que finalement je sais au fond de moi que la société va le valoriser. Et en fait, cette approche, on la remarque aussi chez les marques, notamment avec la pratique du newsjacking, donc qui, pour rappel, est une pratique marketing qui consiste à déployer une campagne publicitaire de façon très rapide en réaction avec un sujet qui fait parler de lui, d'actualité et qui est très médiatisé. On peut par exemple citer Burger King qui très récemment a lancé une campagne médiatique en nous incitant finalement à les commander chez McDo et chez ses concurrents. Bien évidemment, on le rappelle dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et de la difficile survie du secteur de la restauration. Et finalement, avec cette pratique, Burger King elle va bénéficier de retombées médiatiques et presse qui vont être très fortes. Mais on peut se demander si derrière ces discours et ces prises de position, quels sont les réels engagements et les actions menées en coulisses par ces marques. Pour tempérer ce qu'ont pu expliquer mes camarades, il est tout de même important de garder en tête que la génération Z est une génération qui est profondément agile, c'est-à-dire une génération Z qui va penser, souhaiter, instaurer le changement. Donc si l'on prend l'exemple du développement durable qui parlera à tous, à toutes les échelles, nous avons une génération qui bouscule les codes des générations précédentes. Puisque donc à l'échelle mondiale, nous avons des jeunes qui s'engagent dans le mouvement de Greta. À l'échelle nationale, nous avons des jeunes qui signent la Convention pour un réveil écologique. À l'échelle locale, nous avons des jeunes qui militent pour l'interdiction des bouteilles en plastique dans leur université. Et puis, à l'échelle individuelle, nous avons des jeunes qui suivent au quotidien leur empreinte carbone depuis leur téléphone. Ainsi, donc, effectivement, nous ne sommes peut-être pas dans une génération qui manifeste de manière excessivement virulente ou qui affirme ses prises de position de la manière la plus radicale possible. Nous sommes peut-être sur une génération qui agit davantage dans la demi-mesure et pour qui, finalement, la raison l'emporte peut-être sur la passion. Ok, naturellement, donc vous êtes à un âge et un moment de votre vie, et c'est intéressant pour les marketeurs qui nous écoutent, où vous pensez plus à penser le changement qu'à changer le pansement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous fait tous réfléchir et garder cette fraîcheur. Bon, on n'a peut-être pas trop le temps de parler d'engagement politique, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est ce qu'il y a derrière en fait, c'est comment ça va se traduire en dehors de la vie professionnelle qui nous occupe aujourd'hui, et peut-être votre posture vis-à-vis de la politique. Juste un mot, et puis après on attaque plaisir ou culpabilité. Alors sur l'engagement politique, effectivement, aujourd'hui on observe, c'est certain, une crise de la représentativité avec finalement un écart entre les mondes. D'un côté, en fait, des jeunes qui souvent s'expriment en disant bon, la politique ne m'intéresse pas, et de l'autre, des hommes politiques qui peuvent avoir tendance à dire les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et on se rend bien compte qu'en fait, finalement, on est dans un cercle vicieux. Or, il faut réussir à recréer des ponts. Et donc, on a des petites solutions qui commencent à se mettre en place. Le gouvernement qui commence à collaborer justement avec les leaders d'opinion des jeunes. Je pense notamment aux influenceurs comme Enjoy Phoenix, là notamment pendant la crise sanitaire. Donc, on va dire que ça avance petit à petit. Merci Joséphine. Donc, Julie, quatrième partie, plaisir, culpabilité, devoir, diktat, parfois que vous proposez, imposez ou que vous subissez.
Alors oui, effectivement, ce paradoxe plaisir-culpabilité nous a semblé très intéressant à traiter pour représenter finalement notre génération. Et on a souhaité débuter cette partie en prenant un exemple qui nous concerne nous. Donc il y a quelques semaines maintenant, des anciens étudiants de notre master, qui sont de la génération Y pour vous préciser, sont venus nous donner un cours à Paris-Dauphine et ils nous ont fait une remarque amusante. Ils nous ont dit c'est marrant aujourd'hui, vous avez tous des gourdes sur vos tables, alors que nous, il y a 6-7 ans, on s'en fichait un peu, on avait tous des bouteilles en plastique. Et finalement, cette remarque toute simple, elle nous montre que la génération Z, elle est vraiment née avec le concept de développement durable. Et qu'à l'époque de nos aînés, les problématiques environnementales, elles n'étaient pas forcément traitées et abouties, mais aujourd'hui, elles sont vraiment au cœur de nos sociétés, avec bien évidemment la prise de conscience de l'impact de l'homme sur son environnement. Aussi, on pourrait se dire qu'à l'heure où les études scientifiques elles deviennent quand même plutôt alarmistes sur le sujet, il est difficile pour notre génération finalement de faire abstraction de ces enjeux forts dans nos moyens de consommer quotidiennement. Et on peut même aller jusqu'à dire qu'on est une génération qui va être confrontée à un dilemme presque inédit où vont venir s'opposer notre plaisir à court terme et notre responsabilité de long terme. Alors, en effet, on sait qu'à long terme, les industries de la viande, du textile, du transport aérien vont potentiellement être source de pollution et de dégradation de notre environnement. Pourtant, aujourd'hui, on aime tous s'acheter des vêtements, même si notre armoire déborde déjà. Et on rêve tous, surtout dans les conditions actuelles, de prendre l'avion et de s'évader à l'autre bout du monde. Et finalement, la culpabilité qu'on pourrait ressentir face à ces actions, elle va être vite remplacée par la sensation de bonheur à court terme, parce que les conséquences de nos actions sont sur des horizons beaucoup trop long-termistes pour venir modifier immédiatement nos habitudes à l'instant T. Et donc, pour conclure, on peut en venir au rôle des entreprises et notamment du marketing dans tout ça. Et ce serait sûrement de nous aider à donner du sens, en fait, en rapprochant les conséquences de nos actions de court terme. Alors effectivement, ce paradoxe court terme, long terme, il induit aussi, comme vous l'avez évoqué dans la question, une sorte de diktat au quotidien où l'impératif est roi. Alors aujourd'hui, lorsque je fais du shopping, je dois acheter des produits éco-responsable, éco-conçu, si possible avec 1 € de reversé pour la reforestation, mais surtout pas de fast fashion ou encore des produits avec de la fourrure. Donc finalement, il y a une sorte d'injonction à faire quelque chose qui soit à la fois engagé et engageant. Et cette injonction, elle est renforcée par les médias et également par le regard des autres, avec une forme de pression sociale. Et cette pression sociale elle-même, elle est renforcée par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui permettent une sorte de lynchage médiatique online à l'instant T. Donc là où il y a quelques années, un youtubeur food pouvait tout à fait utiliser une pâte à tartiner contenant de l'huile de palme pour sa préparation culinaire, aujourd'hui, un Instagrammeur ou une Instagrammeuse food ne pourrait pas le faire parce qu'il serait immédiatement lynché à coup de « pourquoi tu ne fais pas ta pâte à tartiner toi-même ? Tu participes à la déforestation ?» tu détruis l'Amazonie, etc., etc. Moi, l'objet, ce n'est pas de rentrer dans ce débat, mais plutôt de dire que les réseaux sociaux, ils permettent en quelque sorte de figer la culpabilité d'un individu à l'instant T, et donc de lui faire en quelque sorte un mauvais procès. Donc, pour nous, Génération Z, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ce qui peut créer une sorte de malaise qui aboutit certains membres de notre génération à se désengager des réseaux sociaux. Donc finalement, entre plaisir et culpabilité, il faut trouver un compromis, pouvoir concilier à la fois le plaisir quotidien et les responsabilités long-termistes. Et ceci donc, peut passer par des transformations individuelles. Nous avons de plus en plus de jeunes de notre génération qui modifient leur rapport au transport aérien et s'interdisent de prendre l'avion seulement pour un week-end à Berlin et ne se projettent pas pour une réunion de 2 heures à l'autre bout du monde et vont préférer prendre ce transport exclusivement, on va dire, pour des voyages qui le justifient ou des voyages un peu plus longs. Également, nous avons donc des jeunes qui modifient aussi leur rapport à l'animal avec une montée en puissance du flexitarisme
au cœur donc, de notre génération, c'est-à-dire manger moins de viande, mais en manger de la meilleure qualité. Et là encore, un modèle intermédiaire entre la personne amatrice de viande qui en consomme 2 fois par jour et le végétarien, voire le vegan. Et donc à ces transformations individuelles, on peut également avoir des transformations collectives qui sont portées donc, par de nouveaux acteurs. Donc si on prend l'exemple de Pierre-Antoine tout à l'heure avec la pâte à tartiner, nous avons donc Funky Veggie qui a récemment sorti une pâte à tartiner qui s'appelle Ouf et qui n'est composée que de chocolat, noisettes et de purée de haricots rouges, donc sans aucune huile de palme, sans aucune huile du tout d'ailleurs, qui permet ainsi donc, d'être à la fois saine, bio, made in France et sans autres enjeux écologiques. Un autre exemple, donc nous avons la start-up Nestor Paris qui se positionne sur la livraison de repas à domicile et redonne de la valeur sur ce segment précis. Et donc, ce qui nous permet de concilier à la fois le plaisir de se faire livrer des pizzas, des sushis et qu'importe, mais de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité de faire travailler donc, des auto-entrepreneurs qui peuvent être sous-payés, exploités et j'en passe. Allez, on va vers la conclusion. Quand même quelque chose qui intéresse tous les professionnels parce que vous cherchez du travail bientôt, vous êtes sur le marché bientôt, vous êtes les futurs stars du marketing, vous et bien sûr toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, une trentaine d'étudiants qui nous écoutent, qui sont présents là actuellement, et plein d'autres évidemment. Alors, d'un point de vue professionnel, sécurité et liberté, comment vous vous projetez vers l'avenir et quel est le sens pour vous du travail? Allez, tous les trois, rapidement, chacun un point là-dessus. Alors, il y a plutôt que sécurité et liberté, moi j'aborde le terme de l'insécurité. Il y a une insécurité réelle, notamment contextuelle. Et pour nous, très concrètement, en mai-juin prochain, on sera sur le marché du travail. Donc il y a une véritable insécurité parce que effectivement, les perspectives ne sont pas forcément optimales en ce moment avec le contexte. Donc on est dans une incertitude. Et donc finalement, on va avoir une jeunesse qui va repenser la place du travail, puisqu'elle va considérer à la fois le travail comme porteuse de sens pour le collectif. Elle va donc se tourner vers des entreprises qui sont en phase avec ses valeurs, qui ont une valeur ajoutée extrêmement forte pour la société et finalement qui sont engagées et engageantes. Et puis on va aussi avoir toute cette tendance de sens pour soi-même, c'est-à-dire un changement de paradigme total avec une nouvelle génération en fait, qui considère le travail comme un moyen d'épanouissement et comme une source d'apprentissage, donc qui se démarque ainsi totalement des autres générations précédentes. Julie, d'autres façons de travailler en 3 mots. On avait aussi noté ce côté un petit peu nouveau dans notre génération qui est, avant de rentrer vraiment dans la vie professionnelle, de prendre un peu de temps pour se retrouver, réfléchir à ses aspirations, etc. Et donc, on remarque de plus en plus de jeunes qui, avant de rentrer dans leur vie professionnelle, partent faire un tour du monde, s'engagent dans un projet qui leur tient à cœur, dans un projet humanitaire, etc. Et c'est finalement une nouvelle façon de rentrer sur le marché du travail qu'on remarque aujourd'hui pour notre génération. Bon, on n'aura pas beaucoup de temps pour des questions, c'est le moment de la conclusion. Merci pour toutes ces lumières, ces éclairages. Joséphine, allez, un mot de conclusion et puis après je vous fais une petite surprise. Ça marche. Alors aujourd'hui, cher public, cher Joël, on a un grand défi, je pense que nous partageons tous collectivement, avec d'un côté une génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi et dont la mission va être de clarifier ses attentes, d'être transparente, d'être audacieuse, d'être profondément battante. Et de l'autre, nous avons donc les entreprises, les politiques, les décideurs d'aujourd'hui, dont la mission va être de nous ouvrir les portes, d'échanger avec nous, de nous faire confiance, de faciliter notre intégration et en somme de miser sur nous. C'est donc vraiment une question de compréhension mutuelle et de partage de convictions. Merci beaucoup, un petit combini, un classique, un mot, chacun pour conclure. C'est votre truc, habituellement vous nous demandez toujours des combini, on n'est jamais capable de répondre, alors maintenant c'est à votre tour. Allez-y, un mot pour conclure. Alors moi ce sera agile. Alors je dirais qu'aujourd'hui notre génération elle est affirmée. Et génération assurément résiliente. Merci. Merci à vous, merci Joséphine Ducato, Pierre-Antoine Flick, Julie Jauchin. Cet échange était animé par Joël Plat, étudiant. Vous êtes étudiant de Paris Dauphine en Master 2 Distribution et Relations Clients. Merci à vous.